Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer pourquoi est-ce que le français moyen n'a pas confiance en sa direction, n'a pas confiance en ses politiciens. Donc, j'allais faire cette vidéo en faisant un peu comme d'habitude, c'est-à-dire vous parler de mon expérience, etc., ma vision des choses, mais exceptionnellement, j'aimerais me baser sur des chiffres. La première partie va quand même consister de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle veut que si vous vous retrouvez à la tête de ce pays, c'est que c'est votre choix. C'est que vous avez voulu faire un métier de pouvoir. Or, si vous voulez faire un métier de pouvoir, c'est que vous aimez le pouvoir. Si moi demain je fais un métier de soignant, c'est que j'aime soigner les gens. Si je fais un métier de comptable, c'est que j'aime les chiffres. Si je fais un métier de pouvoir, c'est que j'aime avoir du pouvoir. Or, la volonté d'avoir du pouvoir, quand elle est exercée à si haut niveau, c'est forcément une volonté de supériorité aux autres. On a envie pas forcément d'imposer ses idées, mais on pense que nos idées sont meilleures que celles de la masse, que ce soit pour nous ou que pour la masse elle-même. On peut se dire, mes idées sont les meilleures, sont meilleures que les autres. Donc, c'est moi qui mérite d'être chef. Ou alors, j'ai les dents longues et je veux être chef au minimum. Donc, voilà. Donc, à partir d'un certain moment, on se retrouve au plus haut niveau avec que des gens qui sont dirigés par cette volonté d'avoir de plus en plus de pouvoir. Or, l'homme, en règle générale, que ce soit les politiciens ou nous sommes avant tout dirigés par des désirs et des peurs. On, on a tous envie d'avoir plus, d'autant plus si vous faites un métier de pouvoir, parce que c'est vraiment un peu votre ligne directrice. Et on a tous envie d'éviter des souffrances ou d'éviter des problèmes, etc. Or, penser que donner du pouvoir à un homme lui permettra d'un peu de s'élever au-dessus de telle bassesse, de tel comportement animal comme la peur ou le pouvoir, c'est totalement faux. Et on a bien compris, et les dirigeants aussi, qu'aujourd'hui, avoir un plus grand pouvoir n'impliquait pas une plus grande responsabilité, comme Spider-Man le disait, mais qu'avoir un grand pouvoir impliquait une plus grande impunité. Et c'est ça en fait le principe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à un certain niveau de puissance, on a un sentiment d'impunité. Et c'est justement avec ça que j'avais envie d'enchaîner sur les chiffres. Aujourd'hui, sur le nombre au cours de ces 20 dernières années, 17,5% des ministres, je vois bien des ministres, ont été condamnés. Non pas jugés, mais condamnés. Et si on se penche sur les ministres en responsabilité de la justice, sur ces 20 dernières années, 30% ont été condamnés. Sans compter Moriarty, qui lui a juste été jugé mais qui n'a pas été condamné. Sinon, 40% sont passés devant les tribunaux et 30% ont été condamnés. Donc, parmi tous ces ministres, on va regarder la cause principale de leur condamnation, et c'est du blanchiment d'argent. Or, le blanchiment d'argent, c'est un crime très dur à prouver. Parce que demain, moi, je frappe quelqu'un dans la rue, je pense que je suis condamné assez facilement, c'est assez facile d'attraper des preuves. Or, le blanchiment d'argent, surtout au plus haut niveau, quand c'est nous, finalement, qui sommes ministres de la Justice, blanchir de l'argent, je pense que c'est assez simple. Enfin, on a un peu toutes les cartes en main. Or, déjà que c'est un crime très compliqué parce que seuls 10 à 30% des gens qui blanchissent de l'argent sont jugés, sont condamnés. Ça veut dire que vous avez 100 personnes qui blanchissent de l'argent, seules 10 à 30 personnes seront condamnées. Or, si là il y a déjà 30% qui sont condamnés, on peut faire un petit calcul rapide. 30% de condamnation sur un taux de enfin, sur 100 truands, il n'y en a que 30 qui sont condamnés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait que 45% au total des ministres de la justice, et un peu moins pour les ministres en règle générale, sont potentiellement des truands. 1 sur 2. 1 sur 2 vis-à-vis de la population, ça reste quand même un peu ridicule. On va être d'accord, ils abusent quand même un peu. Et on peut facilement se dire, oui, mais ces ministres qui ont une grande puissance, c'est normal qu'ils aient pas de plus. Moi, demain, qu'est-ce que je vais faire du blanchiment d'argent si j'ai pas d'argent? Ok, très bien. Sauf que si tu es ministre, c'est que tu souhaites mettre en avant tes idées, tes idéaux. Tu souhaites mettre en avant ta patrie. Travailler pour les intérêts de ta patrie et non pas pour tes intérêts à toi. Non, c'est pas ça là-bas, c'est pas ça leur discours à tous. Or, une fois qu'on regarde les chiffres, on se rend compte que la moitié d'entre eux sont potentiellement des truands. C'est quand même une dinguerie. Donc on peut se dire, d'accord, individuellement,
les hommes sont des animaux. Ok. Mais ce qui fait la force d'un gouvernement, c'est sa réaction en cas de problème, en temps de guerre ou lorsqu'on est face à des gros problèmes économiques. Lorsqu'on doit réagir en tant que nation, alors ça surpasse un peu la simple vision de moi, je vais truander, moi je vais truander, et on se dit, non, moi je vais pas truander, et je vais me battre pour ma nation, je vais en sorte que faire de revitaliser ma nation. Et donc pour ça, on va prendre le dernier exemple où, entre guillemets, la France, d'un point de vue général, a été mise en péril. Et on va analyser la responsabilité de nos politiciens. Alors, on pourrait penser que c'est l'intégration dans l'Europe, où la France a été mise en danger. Mais non, là les politiciens ont été assez honnêtes. Ils ont fait un référendum qui a été contre l'entrée en Europe, mais bien évidemment, vu que les politiciens sont des anges, hein, après tout, il n'y a que la moitié d'entre eux qui est frauduleux, alors que les Français sont des animaux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, on est quand même entré dans l'Europe. Parce que c'est eux qui avaient le. Parce que c'est eux qui connaissaient mieux que les autres. Ok, très bien. On rentre dans l'Europe. Donc on va zapper cette partie, on va passer à la Seconde Guerre mondiale. Ok, ça remonte un peu, mais finalement les bases sont les mêmes. On avait un gouvernement d'époque qui aujourd'hui, quand on parle de guerre à droite à gauche, ben, on va dire que c'est ce qui se cale le plus sur l'actualité, lors de la remise en question de la France en tant qu'État. Donc est-ce que ces gentils politiciens, ces gentils truands de politiciens, se sont élevés au-dessus de leur simple état d'homme pour s'élever au rang de saint lorsque leur nation était mise en danger? La réponse est non. Non, il n'y a pas eu d'union pour le pays entre les politiciens. D'ailleurs, de manière assez simple, le président du Parti communiste français en 1939, Maurice Thorez, a été en Allemagne suite au pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Russie. Le président du Parti communiste français a été en Allemagne et parlait à la radio allemand à ses frères. Quand je dis ses frères, c'est ses camarades. C'est le Parti communiste allemand, c'est le Parti communiste français, les communistes français. Et il leur a dit, mes camarades, ne vous battez pas contre vos frères allemands. Et ce, en 1939, hein, avant que la guerre commence. Donc, disons que, voilà, ça la fout un peu mal pour l'avènement d'une nation, mais on se dit, ok, mais ça, c'est les communistes. Les communistes, ils étaient là pas pour vivre en tant que peuple, mais pour vivre en tant que classe sociale. Donc peut-être que eux se fichaient du côté humain, enfin, pas du côté humain, mais du côté nation. Donc on va regarder, ceux qui s'occupent le plus du côté nation, ça va être qui? Ça va être les chefs ou les patrons. Ok, commençons par les patrons. Les patrons, en 1939, il y avait le communisme qui était très présent en France. Il commençait à avoir les premières grèves, et qui dit grève dit que l'ouvrier a plus de droits. Ce qui est très bien. Or, le fait que l'ouvrier ait plus de droits, les patrons ont moins de bénéfices. Ce qui est très mauvais. Pour arroser la moitié des politiciens, il faut quand même avoir des bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont regardé ce qui se passait en Allemagne et ils ont vu tous les communistes qui étaient envoyés en camp de concentration. Et il y a les patrons, ça vous renseignez-vous de votre côté pour avoir les exemples vraiment très précis, mais on peut très bien imaginer les patrons qui se sont dit, écoute, en Allemagne et en France, on n'est pas trop mal classé sur la tier list des peuples, donc on va tout simplement pas forcément s'opposer trop contre l'Allemagne, parce que finalement ils vont nous débarrasser des problèmes communistes. Ok, parfait. Donc même s'ils ont changé d'avis une fois qu'on était occupé, oui, bah c'est comme les communistes qui ont changé d'avis une fois que la France a été occupée et que les Allemands ont rompu leur traité de non-agression avec la Russie. Si vous voulez vous battre, faites-le quand vous avez un fusil entre les mains, faites-le pas quand vous avez déjà perdu en fait. Et après, vous adoptez la position de héros alors que c'est vous qui avez laissé tomber dans un premier temps, c'est un peu ridicule, mais bon. Donc ça, c'est pour les patrons et les patrons politiques et les patrons d'entreprise. Maintenant, on va parler à nos chefs d'armée, à nos chefs, ceux qui sont censés nous défendre, ou lorsque je parle de dirigeants, bien évidemment, le président de la République est le premier dirigeant des armées. Il y avait une chose en 14-18 qui s'était passée, c'était qu'on avait plus ou moins, on s'était battu à force égale avec les Allemands. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, on s'est fait massacrer. Et une des raisons qui est mise en avant notamment de première main, entre guillemets, par mon papy, qui a été à la guerre, c'est que la hiérarchie était totalement différente. Et du côté français, on avait affaire qu'à des incompétents. Et du côté allemand, ils étaient super forts.
Et on se dit, ouais, mais tu dis ça, Dodge Qualitat, mais ça veut rien dire. Si, 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 ça veut dire beaucoup. Parce que les colonels allemands, lorsqu'ils ont envahi la France, c'était les mecs qui étaient dans la boue lors de la Première Guerre mondiale. Et eux, ils savaient ce que c'était la guerre. Ils savaient comment, à quel point les rations c'était important, ils savaient comment gérer des troupes, ils savaient comment économiser leurs hommes, etc. Alors que la hiérarchie française était fils de chef. Et c'est pas pareil d'être ancien soldat devenu chef que fils de chef devenu chef. Parce que les Français n'avaient aucune expérience du combat, aucune notion de guerre en fait. Ils étaient juste là par aristocratie, parce que c'était leur lignée, alors que les Allemands étaient là par méritocratie. Donc, bien évidemment, on s'est fait massacrer. Alors, aujourd'hui, bien sûr, l'armée française ne se base pas sur le père en fils, ou du moins beaucoup moins, c'est beaucoup plus de la méritocratie. Mais en se basant sur l'histoire, on peut plus ou moins dire que sur les trois, voilà, la base reste la même. Pour avoir des exemples plus récents de un peu entre guillemets trahison, même si c'est pas de la trahison, mais c'est un manque d'équilibre total entre les riches et les pauvres, je vais vous parler du Wall Street Bets, assez rapidement. C'est lorsque des riches ont décidé de shorter des entreprises. Shorter, c'est en gros, ils parient sur le fait que l'entreprise va s'effondrer. Ils ont shorté GameStop. Or, GameStop, les pauvres et les prolos ont vu du potentiel et ont investi. Du coup, l'action est montée et ça n'a pas plu aux patrons. Les patrons qui se sont mis à perdre plein d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien évidemment, lorsque les riches perdent de l'argent, leur entreprise se fait nationaliser. Comme ça, au final, c'est le pauvre qui paye. Mais lorsque le pauvre perd de l'argent, t'inquiète pas que tu ne nationalises pas. Hein, c'est l'entreprise qui te fait des gros yeux en disant que t'es qu'un boulet. Donc voilà, c'est un peu le double discours qu'on a encore actuellement. Et d'autant plus actuellement que on peut se dire qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou à l'époque des rois ou voilà en 1800, ok, t'étais français, tu te battais. Si il y avait un problème et que t'avais besoin t'étais dirigeant, politicien français, il valait mieux que la France soit puissante. Parce que du coup, ton statut était puissant. Tu es Premier ministre français, c'était mieux que d'être Premier ministre pakistanais. Or, aujourd'hui, le Premier ministre français, il en a rien à foutre que la France soit plus puissante que le Premier ministre pakistanais. Ce qui compte, c'est qu'il soit puissant. Parce que, justement, il fait un métier qui nécessite de la puissance, qui se base sur de la puissance et sur du pouvoir. Or, qu'est-ce qui donne du pouvoir aujourd'hui? De l'argent. Et qu'est-ce que font tous les ministres français, ou du moins la moitié, en se basant sur des statistiques que j'ai trouvées en 10 minutes, donc bon, peut-être un peu plus? Eh ben, ils se basent sur l'argent. Et or, aujourd'hui, l'argent n'a pas de couleur ni de frontières, c'est des assets. Et aujourd'hui, il vaut bien mieux être un riche Premier ministre pakistanais qu'un pauvre français ministre français. Et donc, finalement, il ne faut pas s'étonner que les politiciens crachent sur la France. Et je ne dis pas que être politicien, c'est un métier facile, parce que d'un côté, on a un peuple qui veut faire aucun effort et qui veut pas être gouverné, et de l'autre, on a des politiciens qui s'attendent à... comment j'allais dire ça? Être politicien, c'est gouverner un peuple qui ne veut pas... c'est faire aller un peuple dans une direction où il ne veut pas aller. Le peuple ne veut pas aller dans l'évolution parce qu'on est des abrutis et parce que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc on a peur. C'est bien normal. Or, les politiciens d'un autre côté attendent à ce que le peuple français, qui sont majoritaires, se taise face à la minorité de dirigeants, qui eux savent. Or, aujourd'hui, avec la fuite des informations, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, vu que tout est beaucoup plus transparent, on se rend compte que nos chefs n'ont pas forcément à l'esprit l'intérêt de la nation française ou du français. Ce qui compte, c'est leur compte en banque. De manière assez logique, parce que ça reste des hommes. Et moi aussi, une de mes premières préoccupations, c'est mon compte en banque. Or, je dis pas aux autres de me donner de l'argent ou de m'écouter parce que j'ai plus raison. Donc voilà, c'est ça la grande différence. Et c'est ça qui explique un peu la entre guillemets, haine du français moyen envers son gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que l'homme est faillible, tous les hommes sont capables de faillible, je sais plus parler moi. Tous les hommes font des erreurs et sont dirigés par leurs désirs et leurs peurs, et penser qu'un homme peut être supérieur à ça, c'est de la bêtise. Et l'histoire récente nous a montré que les politiciens n'avaient pas notre meilleur intérêt au cœur, en fait. Donc comment faire confiance à ces gens-là? Comment se battre ou comment cotiser pour donner de l'argent à ces gens-là qui finalement
arrive avec le pays le plus taxé au monde, à créer le pays le plus endetté de l'Europe. Donc voilà, c'est un peu une double question auquel il faut répondre. Mais bon, sur ce, je vous laisse méditer sur ces paroles. À la prochaine.